Bonjour à tous. D'abord, merci Claire et merci à Business France pour l'organisation de cette réunion pour pouvoir vous présenter Technologie de l'information dans H2020. Je suis Mathieu Veil, je suis le chef du service de l'économie numérique à la DGE, la Direction Générale des Entreprises. Alors, la DGE n'est pas forcément une organisation très connue. Notre rôle, en gros, c'est de faire en sorte qu'il y ait des acteurs du numérique en France qui soient compétitifs. Évidemment, on sait que ça passe par l'innovation et la recherche-développement, et c'est donc la raison pour laquelle nous sommes particulièrement impliqués dans l'ensemble des programmes de soutien à l'innovation et à la recherche-développement, et notamment que Rémi, qui est ici, est si impliqué autour des coordinations et agit en tant que point de contact pour le ministère de l'économie sur ces questions. Donc mon message aujourd'hui va être très simple. Il faut qu'il y ait plus de Français dans les projets soutenus dans H2020. Voilà, je pourrais quasiment m'arrêter là. Comme Kali n'est pas encore tout à fait arrivé, je vais un petit peu développer, mais dans le fond, c'est le sens de cette réunion aujourd'hui qu'on organise. C'est le sens de ce qu'on doit collectivement atteindre, puisque je pense qu'en étant ici, tout le monde a à la fois des projets, mais aussi la volonté de faire en sorte que collectivement, les équipes de recherche-développement en France soient mieux représentées dans ces programmes. Je suis sûr que même nos collègues de la Commission partagent cet objectif, qui est de voir encore plus de Français, et avec des projets d'encore meilleure qualité, passer dans les programmes. En gros, quelques rappels. Le programme LITEIC sur 2014-2017, c'est 2,8 milliards de distribués. En France, on n'est que 4e en termes de retour, c'est-à-dire de distribution, de retour territorial de cet investissement, puisque c'est quand même de l'investissement. Derrière l'Allemagne, derrière le Royaume-Uni, derrière l'Espagne. Il est clair que la France peut prétendre à mieux au regard de son potentiel économique, social, dans le secteur des technologies de l'information, et particulièrement académique d'ailleurs, je ferais bien de toujours le rappeler. On a encore sur H2020, même si on parle déjà de la suite, beaucoup d'appels qui restent. En 2018, il y aura environ 800 millions d'euros de disponibles. 2019 et 2020, ce sera encore plus. Donc l'enjeu est là et il est très important de se mobiliser pour en tirer le meilleur parti, d'autant plus que on sait qu'il y a un Brexit qui se profile. Ça crée à la fois des menaces mais aussi des opportunités, comme on dit de manière un peu bateau, et notamment on voit bien que les acteurs britanniques même se posent des questions, même si la stabilité juridique est là pour l'instant. Il y a des opportunités à les saisir du fait de cette modification de l'attitude de nos amis britanniques. Donc il faut être plus actif. Aujourd'hui, on n'est qu'en 5e position en montant demandé. Donc l'analyse, ce n'est pas simplement que les projets français sont mal évalués, c'est qu'ils ne se présentent pas assez. On a un enjeu de volume à l'entrée, évidemment en maintenant, voire même en développant la qualité. Ça concerne tout le monde, ça concerne les industriels, mais ça concerne aussi les organismes de recherche et d'université pour lesquels on analyse qu'on est nettement en retrait sur les appels européens H2020. Peut-être que c'est un effet de substitution par rapport à d'autres dispositifs nationaux, c'est ce que certains plaident. Je ne dirais pas qu'on va jusqu'à partager ce diagnostic, parce qu'on pense que les appels nationaux sont aussi utiles et on cherche tous les jours à en préserver l'efficacité et aussi l'impact, ce qui dans le contexte budgétaire est évidemment toujours délicat. Mais à part quelques exceptions notables, dont le CEA d'ailleurs, avec qui on a pas mal de programmes et donc on est content de voir dans les programmes européens et qu'on invite fréquemment
à développer ça. Les organismes de recherche, les universités, il faut pouvoir aller dans H2020, allez chercher, si vous êtes industriel, faites-vous accompagner de ces acteurs. Il y a beaucoup à gagner à cela. On le disait tout à l'heure, il y a un groupe, les membres du point de contact TIC qui sont mobilisés, ils sont là dans la salle, utilisez-les au maximum pour vous accompagner, vous aider. Je dirais qu'il y a aussi au plan territorial des acteurs dont on perçoit qu'ils peuvent jouer un rôle majeur dans l'accompagnement vers H2020, ce sont les pôles de compétitivité. On le sait, les pôles de compétitivité sont des organismes qui fédèrent, qui organisent autour de projets, initialement plutôt pour le FUI qui est au plan national, mais on voit bien que cette mécanique peut être extrêmement efficace au niveau européen également. Donc on encourage, nous, tous les pôles de compétitivité à aller vers leurs membres et à les accompagner, et bien sûr tous les acteurs à s'appuyer sur eux pour trouver des partenaires, trouver des relais européens et ainsi être performants dans ces appels. Alors, ça, c'est les appels 2018, 2019, 2020. Au-delà, la réflexion démarre déjà sur les suites de H2020, le futur programme cadre FP9. En France, on a déjà communiqué notre position générale sur ce qu'on en attend de ce programme. En gros, on cherche à en développer la stabilité. Vous savez qu'au niveau européen, ce futur programme cadre, il va être confronté à des défis, et notamment un des défis, c'est que le budget global européen va être en baisse, du fait de la sortie des Britanniques, notamment. Donc, ça va pas. L'enjeu, il est dans un premier temps de maintenir une capacité à soutenir le développement des technologies, et principalement les technologies qui feront l'autonomie européenne de demain dans le monde numérique. C'est vraiment ça notre credo pour la position française. On s'est donc engagé dans les discussions et on a commencé à travailler évidemment avec la Commission et avec Khalil Rouhana et ses équipes sur les thématiques avec qui on a des échanges que je dois dire sont extrêmement fructueux. On partage un grand nombre de points de vue. Et on encourage les uns et les autres aussi à les faire valoir dans les discussions quand elles émergent. Notre position, en gros, c'est qu'il faut poursuivre tout ce qui permet de développer une offre européenne compétitive. Il faut soutenir les infrastructures aussi et ne pas s'interdire d'aller jusqu'à la première production dans les industries où cette première production est très liée à la R&D, et c'est le cas dans la micro-nanoélectronique, par exemple. Et puis, bien sûr, on promouvra dans les futures orientations européennes l'accompagnement de la transformation numérique de l'économie, qui est un enjeu majeur, qui, finalement, c'est la finalité de nos travaux de recherche, la finalité de l'innovation, c'est transformer l'économie pour être un marché compétitif, créer de l'emploi et de la croissance. Alors, dans les thématiques que nous prônons particulièrement en France, bien sûr, ça va de la micro- et nanoélectronique, qui est un secteur sur lequel la France a un certain nombre d'atouts, et sur laquelle on suivra avec attention à la fois les suites de H2020, mais aussi des programmes existants comme Excel. Et puis, vous savez, il y a des travaux européens avec un certain nombre de nos homologues pour aller plus loin que simplement la recherche-développement dans ce secteur. Les supercalculateurs qui sont aussi un sujet sur lequel nous pensons que sont vraiment, avec la nano, deux briques absolument fondamentales du numérique, quelles que soient ses évolutions d'usage. La sécurité, qui est un sujet qui nous occupe en innovation et puis également du côté du cadre réglementaire avec le paquet cybersécurité qui a été déposé par la Commission sur la table du Conseil. Les télécommunications avec la 5G, j'en profite d'ailleurs pour signaler que le gouvernement français vient d'ouvrir une consultation pour
déterminer la stratégie nationale sur la 5G, consultation que vous trouverez sur l'excellent site de la Direction générale des entreprises. On invite vraiment tous les acteurs de l'innovation, pas seulement bien sûr, mais à venir y déposer leurs projets. On cherche des projets pilotes, vitrines, pour démontrer rapidement les bienfaits et les apports de la 5G, et puis également pour y stimuler la réflexion sur les barrières qui seraient à lever, s'il y en a, au niveau réglementaire ou innovation. Et puis enfin, un thème qui est très important pour le gouvernement aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Vous savez qu'une mission a été confiée à Cédric Villani par le Premier ministre et que cette mission doit rendre ses conclusions au début de l'année prochaine. J'espère que certains d'entre vous ont été auditionnés. Il y a eu beaucoup d'auditions, mais la dimension amont innovation est évidemment très importante dans dans la réflexion sur l'intelligence artificielle, et nous serons très attentifs à ce qu'il y ait des projets concrets qui émergent de cette stratégie dans le premier trimestre pour pouvoir entretenir un secteur sur lequel l'Europe a vraiment un rôle très important à jouer, des atouts, des compétences et bien entendu qui va être structurant pour la transformation de nos sociétés et de nos économies. Bonjour à tous, je vais être relativement bref. C'est juste que comme dans le fichier des inscrits, enfin, on a vu qu'il y avait quand même un certain nombre de personnes qui s'étaient déclarées comme néophytes, même si certains sont moyennement néophytes, je pense. On voulait vous rappeler quelques règles de base sur Horizon 2020, donc pour que vous puissiez mieux comprendre la suite des présentations. Donc, un petit point, tout d'abord pour rappeler l'importance d'Horizon 2020 dans le paysage national. Monsieur Vell l'a rappelé. Aujourd'hui, globalement, sur l'ensemble d'Horizon 2020, et sur les 3 premières années, 2014, 2015, 2016, Horizon 2020 représentait à peu près 851 millions d'euros de financement externe pour les équipes publiques ou privées. J'attire votre attention sur ce chiffre par rapport au financement moyen octroyé par l'ANR ou le FEI. Vous voyez que globalement aujourd'hui, on va dire dans le paysage des programmes pérennes de R&D et compétitifs de R&D, vous voyez qu'Horizon 2020 n'est pas un petit programme, loin de là. Ce qui est intéressant également, c'est comme M. Vell le précisait, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même clairement un déficit de participation, puisque la part des financements, la France capte à peu près 10,5% des financements sur l'ensemble d'Horizon 2020 depuis le début du programme. Or, alors d'un point de vue purement comptable, la France, c'est à peu près 16%, c'est 15,9% de la contribution au budget de l'Union. Mais bon, là, c'est une analyse purement comptable. Mais si on regarde ça par rapport à d'autres critères, par exemple, ce que pèse la France dans la dépense intérieure de R&D de l'Union européenne, on est à 16,3%. On est 14,8% des chercheurs, 16,1% des brevets. Donc le benchmark de 16% est un benchmark qui a un certain sens pour la France. Et si vous comparez les 15,5 par rapport aux 16, vous voyez qu'on pourrait faire facilement 50% de plus à Horizon 2020. 50% de plus, c'est un NANR de plus par an pour les équipes. Donc clairement, aujourd'hui, il y a une opportunité qui nous est offerte et qu'on ne saisit peut-être pas assez. Et il y a différentes sous-causes, notamment en fonction des acteurs, si ceux-ci sont publics ou privés. Mais la cause principale est vraiment un déficit de participation. On ne soumet pas assez. Si on prend juste les chiffres pour les TIC, aujourd'hui, on est à 93 millions d'euros par an, 97 si on rajoute l'instrument PME. Vous voyez que c'est à peu près, on va dire, à peu près 100 millions d'euros pour la communauté TIC française, ce que représente le programme. Donc c'est quand même une opportunité assez importante pour nos équipes. Et là aussi, même si on fait mieux que la moyenne sur le programme TIC, on a quand même une marge de progrès et donc une marge en termes de soumission. Et donc on était relativement contents, satisfaits de voir que dans la SED,
il y avait pas mal de personnes qui s'inscrivaient en tant que néophytes. Si on arrive à attirer de nouveaux acteurs, c'est ce qu'on souhaite. Alors là, c'était juste un petit rappel, un petit cadrage. Horizon 2020, le programme est relativement connu. Aujourd'hui, on va surtout parler du programme TIC, donc sur la partie primauté industrielle. Donc, sur les trois, alors ça changera en 2021 normalement, hein, mais globalement, vous avez trois grands piliers. Un pilier qu'on pourrait dire un peu plus amont, qui est le pilier excellence scientifique. Dans les faits, même l'industrie, notamment sur le programme FAIT, mais également sur la partie Marie Curie est recherchée. Et une partie qui est plus appliquée, avec deux programmes, défis sociétaux et primauté industrielle. Alors, je n'aime pas forcément le terme primauté industrielle parce qu'au début, ça a pu créer certaines confusions. On se disait, mais l'industrie n'est attendue que dans le pilier de primauté industrielle. Non, bien sûr, l'industrie est également très attendue sur la partie défis. Si on veut des solutions, il la faut avec l'industrie. Aujourd'hui, donc, on va plutôt parler du programme TIC, mais globalement, que ce soit Khalil ou Thierry vont présenter aussi l'intégralité des activités TIC sur le programme Horizon 2020. Par exemple, pour ceux qui me connaissent, vous savez également que je suis représentant au comité sécurité. Il y a un grand volet sécurité sur tout ce qui est cyber, sur le défi société sûre. Alors, à nouveau, c'est toujours pour les néophytes. Quelques règles de base. Ce dont on va parler cet après-midi, c'est, donc d'Horizon 2020, il y a deux règles par défaut. Enfin, déjà, ce sont des projets collaboratifs transnationaux. Donc, vous devez répondre à plusieurs, avec plusieurs pays. Et je devrais rajouter trois partenaires indépendants de trois pays différents. Au hasard, Airbus France, Allemagne, Espagne. Ce n'est compté que comme un partenaire. La deuxième règle de base, la 0B, on va dire, c'est que vous devez répondre à des appels à propositions. Donc, la Commission publie un programme de travail qui a été discuté au préalable avec les États membres, mais même si l'étape d'avant, l'étape N-2, avec vous, enfin avec les pairs, notamment au travers des PPP. Donc, ce texte est à peu près la Bible de celui qui doit répondre, puisque vous devez lire l'intégralité du texte et répondre au cahier des charges. Si vous ne répondez pas au cahier des charges, vu la concurrence, vous n'avez quasiment aucune chance d'être retenu. Et j'attire votre attention parce qu'en tant que PCN, on voit passer beaucoup de projets et trop souvent les acteurs se focalisent sur quelques parties du texte et oublient des phrases ou des paragraphes complets. Et donc, vu la concurrence, vous n'avez aucune chance d'être retenu. Donc, lisez bien ce texte. Il va vous être présenté dans les grandes lignes cet après-midi. Après, référez-y-vous avant de répondre. Donc ça, c'est la règle de base. On répond à un appel et on répond à plusieurs. Ensuite, sur les taux. Donc, les règles de financement sont relativement simples aujourd'hui, comparé peut-être au passé. Globalement, vous identifiez vos co-éligibles. Les co-éligibles, c'est le personnel, les consommables, les déplacements éventuels pour le consortium, et puis tout ce qui est équipement. Mais attention, c'est l'amortissement de l'équipement au prorata de l'utilisation par le projet. Ça vous donne votre assiette, vous rajoutez 25% dessus pour couvrir les coûts indirects. Et là-dessus, si vous êtes public, vous êtes payé à 100%, donc ça fait 125% des coûts directs. Si vous êtes privé, il va y avoir une petite différence si on parle de projet d'innovation ou projet de recherche-innovation. Je vais vous décrire juste après la différence entre les deux, mais sur le projet de recherche-innovation, vous serez payé à 100%. Si vous êtes sur un projet d'innovation, à 70%, donc ça fait 125% des coûts directs dans le premier cas, 86,5% des coûts directs dans le second cas. Je vous invite à comparer ces taux par rapport à ce qu'on peut, que ce soit l'État ou plus facilement le ministère, que ce soit la DGE ou le ministère de la Recherche, par rapport à nos programmes FUI, ANR ou Corps PIA. Vous voyez que les taux sont assez, on pourrait dire, plus généreux que ce que l'on vous offre. Alors, je vous le disais, il y a deux types de projets, projet de recherche-innovation, projet d'innovation. Le titre le dit bien, il y en a un qui est censé être plus amont que l'autre. Dans les faits, bon, là, la frontière n'est pas toujours aussi claire, pour être honnête. Il peut y avoir des recouvrements. En fait, vous n'avez pas vraiment à vous poser la question.
vous relisez le programme de travail, pour une ligne donnée, la commission vous dit, là, on attend un projet de recherche-innovation, ou là, un projet d'innovation. Généralement, on vous donne le niveau de maturité attendu, mais ça vous donne deux éléments. Déjà, le taux, que je viens d'écrire, et le deuxième élément, c'est comment vous êtes évalué. Parce que vous êtes évalué sur 3 critères. Vous êtes évalué, d'ailleurs, pas par la commission, pas par les États membres, mais par vous-même, enfin, par vos pairs. D'ailleurs, j'en profite au passage pour vous inciter, recommander de vous inscrire comme expert évaluateur. C'est une excellente école pour apprendre à ce que c'est qu'un projet européen. Donc, vous êtes évalué sur la base de 3 critères, excellence scientifique, impact et management. Globalement, si vous êtes sur un projet de recherche-innovation, les 3 critères sont à même pondération, et s'il y a une note égale, la différence se fera par rapport aux critères excellence scientifique d'abord, puis par rapport aux critères impact. Si vous êtes sur un projet d'innovation, et là c'est un gros changement par rapport au passé, c'est que l'impact devient le critère prépondérant. Déjà, il a une pondération d'1,5 comparé à 1 et 1, et ensuite ça devient le premier critère. Donc l'impact, et là trop souvent peut-être dans le passé, notamment au niveau des acteurs académiques, on a tendance à trop se concentrer sur le critère excellence. Les 3 critères, vu la concurrence, les 3 critères sont importants. L'impact, c'est l'impact socio-économique pour l'Europe, mais sur un projet d'innovation, ça va bien plus loin. C'est l'impact pour les industriels, les acteurs privés qui sont dans le projet. Donc ça veut dire aussi que dans vos projets, les partenaires, notamment industriels, doivent un peu donner de ce qui déclarer leur plan pour le futur. Quel impact ça va avoir sur leur business? Donc ça, c'est important, et on a trop tendance, notamment au niveau du secteur académique, à oublier cela. Ça veut dire aussi, par rapport à d'autres, des fois, des remarques qu'on a, notamment des académiques, qui nous disent « oui, mais les industriels n'ont pas voulu nous donner ces éléments ». Si les industriels ne veulent pas vous donner les éléments sur l'impact sur leur business, vous pouvez vous demander si ça va aller bien, la confiance va être bonne dans la vie du projet. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une bonne collaboration là-dessus et qu'il y ait un partage d'informations. C'est critique pour l'évaluation, mais aussi pour la vie du projet. Vous avez d'autres instruments, hein, PCP, PPI, donc, sur lesquels je ne reviendrai pas parce que ça n'adresse pas forcément les acteurs autour de la salle. L'instrument PME, je pense qu'on va l'aborder, mais très rapidement dans le cas de l'EIC, donc le European Innovation Council, qui est une nouveauté par rapport au passé, hein, puisque là, pour le coup, les PME seules peuvent candidater. Mais honnêtement, aujourd'hui, ce qui est attendu, c'est des PME avec très grand potentiel de croissance. Donc, il faut être capable de montrer un petit historique par rapport à des métriques qui vous sont clés et surtout montrer comment vous allez pouvoir grandir très rapidement. Dernier point, et j'en finirai là, je suis déjà un peu trop long, je m'excuse. C'est le time to grant. Alors, pour le coup, pour la communauté TIC, ça ne change pas grand-chose. C'était déjà le cas dans le passé où la DG Connect faisait bien. Je viens aussi du programme sécurité où là, c'était très différent. Il faut y avoir un certain temps ou un temps très certain de négociation. Aujourd'hui, vous n'avez pas de négociation. Vous prenez votre proposition. Globalement, vous changez le titre, annexe technique. Je caricature, mais c'est à peu près ça. Et ça sera ce qui sera le projet technique. Vous avez une garantie aujourd'hui si vous êtes lauréat, qu'entre le moment où vous allez déposer et la contractualisation avec la commission, il se passera au maximum 8 mois. Dans les faits, ça veut dire que entre le moment où vous déposez et le moment où vous recevez la note, il va se passer 3, 4, 5 mois. Ça veut dire qu'il vous restera 3 ou 4 mois pour vous mettre d'accord au sein du consortium, notamment sur les grandes règles en matière d'IPR. Ce qui veut dire aussi que lors de votre proposition, discutez-en. Ce ne sont pas des choses qui doivent être laissées à la légère, parce que la contrepartie du fait que vous devez signer en 8 mois, c'est que la commission doit signer en 8 mois, et pour ça, elle a besoin que vous ayez signé votre accord de consortium entre membres du consortium, entre partenaires. Voilà. J'ai été un peu trop long, mais c'était juste pour bien rappeler un peu des bases du programme. Je vous remercie pour votre attention. Et là maintenant, je vais laisser la parole à Khalil Rouana, donc directeur général adjoint à la DG Connect, qui va vous présenter la vision un peu plus politique
de l'action de l'Union européenne sur les TIC. À toi l'honneur. Merci Frédéric, bonjour tout le monde. Voilà, ce programme est pour vous. C'est le message que je viens et que nous venons tous vous passer. Ce qu'on pensait faire pour introduire les orientations de ce programme du programme de travail 2018-2020 des technologies de l'information et de communication dans H 2020, c'est vous présenter d'une façon générale les politiques de l'Union dans le numérique et surtout montrer comment ces politiques de l'Union se projettent sur les priorités, les orientations des programmes de travail de la recherche et l'innovation. Mais je vais citer encore l'autre instrument financier que nous avons pour réaliser nos objectifs dans le numérique. Je vais essayer d'aller vite pour parcourir l'ensemble de nos politiques et passer très très rapidement sur l'impact que ça a sur nos choix pour les priorités dans les programmes de travail pour la recherche et l'innovation. Alors, d'abord, dire que le numérique est aujourd'hui une des 10 priorités politiques de l'Union. C'est très haut sur l'agenda politique. Et les premières actions de la commission actuelle, de la commission Juncker, étaient dans le numérique et c'était un plan pour la réalisation du marché unique du numérique qui est aujourd'hui le plan cadre de cette politique du numérique. Marché unique du numérique, ce que je vais essayer de vous montrer, de vous présenter, c'est là où nous sommes au niveau de l'ensemble des initiatives que nous avons lancées jusqu'à présent, quelles sont les initiatives récentes et comment ça impacte, comment ces initiatives récentes impactent nos priorités pour la recherche et l'innovation. Et puis, qu'est-ce qui est en préparation, qu'est-ce qui va venir dans les 6 mois qui viennent. Je vais après juste zoomer sur l'initiative sur la numérisation de l'industrie, parce que ça a un lien direct avec les priorités de recherche et d'innovation que vous allez voir. Et je finirai justement en montrant ces liens qui existent entre les priorités politiques et les priorités de financement, recherche et innovation. Alors, le marché unique du numérique, DSM en anglais, Digital Single Market, c'est pour nous tous, hein, c'est la condition nécessaire et essentielle pour le développement des entreprises en Europe, des entreprises dans le numérique, et c'est la condition nécessaire et essentielle également pour que tous les citoyens de l'Europe puissent avoir accès aux mêmes services, aux mêmes produits et au même prix, aux mêmes conditions à travers l'Union. C'est une condition essentielle et jusqu'à présent, ça a été une des barrières. Le fait que nous ayons un marché très fragmenté au niveau du numérique, c'est une des barrières également pour le développement de nos entreprises, de nos startups, on le sait très bien. Donc, c'était la priorité de la nouvelle commission, débloquer toutes les barrières pour la réalisation de ce marché à travers l'Europe. Nous avons proposé depuis 2015 40 initiatives concrètes, dont 24 propositions législatives. Nous avons regardé tout le cadre législatif lié au numérique. Ça va du cadre réglementaire des télécoms jusqu'au cadre réglementaire de l'audiovisuel, tout ce qui est lié aux données, le cadre législatif lié aux droits intellectuels, aux droits de la propriété intellectuelle, etc. 24 propositions législatives, dont la plus grande partie, en fait 16, étaient déjà lancées en 2015 et le reste est venu dans les 6 mois qui ont suivi. Pour le moment, nous avons progressé avec le Conseil et le Parlement. Ce sont des propositions législatives qui ont été mises sur la table par la Commission. Nous avons progressé sur
quelques domaines, je dirais sur le roaming, la portabilité, le blocage géographique, mais sur le reste, ça traîne. Ça traîne. C'est pour ça que les chefs d'État qui sont réunis fin septembre à Tallinn dans un sommet qui est entièrement dédié au numérique, ont lancé un appel aux États membres, donc à eux-mêmes, et au Parlement en particulier, pour accélérer le processus de décision et pour essayer de boucler tout ce cadre législatif dans les 6 mois qui viennent, donc avant fin juin 2018. Pour le moment, ça avance. Il y en a qui seront débloqués pour fin juin 2018, mais il y en a qui vont traîner encore plus, qu'on le voit maintenant comme ça progresse. Mais c'est déjà bon signe que nos chefs d'État voient ce dossier comme prioritaire et qu'ils lancent un appel pour qu'on fasse tout ce qu'il faut pour pouvoir accélérer ce processus. Ça, c'est donc là où nous sommes au niveau des cadres, des propositions législatives, du développement du marché unique du numérique. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais zoomer, comme j'ai dit, sur la partie numérisation de l'industrie. En parallèle avec le développement du marché, la Commission, avec les États membres en particulier, et tous les acteurs industriels, académiques, etc., nous avons réfléchi comment encore renforcer notre industrie pour que ces industries, ou pour que nos PME, nos start-up puissent bénéficier de ce marché et du déblocage du marché unique numérique. Et nous avons proposé en avril 2016 tout un paquet destiné le renforcement de nos capacités industrielles dans le numérique, mais aussi renforcement de nos capacités industrielles à travers le numérique, en s'adressant aussi bien à la production de produits, aux process d'entreprise, process de fabrication, mais également aux services, sachant que la différence entre produits et services actuellement se rétrécit. Et là, nous avons proposé 5 lignes d'action, dont une sur l'innovation avec des mesures qui sont des mesures ascendantes, bottom-up, et en particulier les mesures qu'on appelle les pôles d'innovation numérique. On reviendra là-dessus, ça va avoir un impact important. J'ai traduit en pôle, Mathieu, alors je ne sais pas si c'est bon. En fait, c'est hub, mais c'est bon. Donc, on va revenir là-dessus. Vous allez voir que ça va avoir un impact très important sur le programme de travail 2018-2020 dans l'éthique. Ces pôles ont pour mission de rendre l'accès aux technologies le plus facile possible à toutes les entreprises dans tous les secteurs à travers l'Union. Et l'objectif, c'est simple, c'est d'avoir à ce qu'on appelle distance de travail, working distance en anglais, distance de travail, en général c'est autour de 50 km, de n'importe quelle entreprise, un pôle de compétences qui peut amener à ces entreprises la possibilité de tester, d'expérimenter avec les dernières technologies numériques, de l'analyse des données jusqu'à la robotique, jusqu'à l'Internet des objets. Et pour pouvoir le faire, nous encourageons les régions à développer leurs centres de compétences et nous finançons avec les budgets d'H 2020 la mise en réseau de ces centres de compétences pour que chaque centre de compétences puisse être porte d'entrée à tout un réseau de connaissances et de technologies les plus récentes sur le numérique pour que les entreprises viennent tester, expérimenter pour voir qu'est-ce qu'elles peuvent faire avec ces technologies, soit pour innover dans des produits, soit dans des services, soit dans des processus. Voilà un peu ce concept. Nous avons mis 500 millions d'euros sur la table, 100 millions d'euros par an entre 2016 et 2020. Il y en a 300 millions qui vont être dans le programme de travail 2018-2020 pour encourager le développement de ces centres de compétences en Europe, pour les mettre en réseau et pour financer des expériences, des expérimentations, des petits projets avec les PME et
principalement les industries traditionnelles qui aujourd'hui traînent un peu à moderniser leurs outils, leurs produits avec du numérique dedans, leurs produits, leurs processus et leur business model en particulier. Voilà ce Digital Innovation Hub. Je crois que Philippe va vous en dire un peu plus tout à l'heure en montrant avec des exemples comment ça marche actuellement, et quelle est la demande, quels sont les secteurs dans lesquels on intervient. En plus de ces mesures d'innovation bottom-up pour diffuser le plus largement possible les innovations liées au numérique dans tous les secteurs de l'économie. En plus, nous avons lancé des initiatives, on proposé des initiatives beaucoup plus basées sur des feuilles de route et en partenariat avec les industriels, en partenariat avec les États membres, pour qu'on puisse se positionner de façon beaucoup plus forte sur les briques technologiques essentielles dans le numérique et dans l'intégration de ces briques dans les plateformes d'avenir, et de ces plateformes sectorielles ou des plateformes génériques horizontales. Dans les plateformes sectorielles, par exemple, la voiture connectée, plateforme horizontale, 5G, également, quand je pense aux briques technologiques, de la micro-nano-électronique, aux processeurs. Nous avons lancé une nouvelle initiative sur un processeur européen à faible consommation, sur le calcul à haute performance. Et d'ailleurs, nous avons proposé en même temps que ce paquet sur la numérisation de l'industrie, nous avons proposé un plan pour l'Europe pour se repositionner sur les systèmes de calcul à haute performance en visant les performances à exascale en 2022-2023. C'est une grande initiative. Et d'ailleurs, la France est en position de pionnier là-dedans. Et cette initiative que nous travaillons avec les États membres, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc voilà, innovation en partenariat avec de feuilles de route pour se positionner, innovation ascendante, ce yin et yang entre l'ascendant et les feuilles de route. Nous voyons ça comme un dispositif complet qui nous permet de se repositionner sur les secteurs clés du numérique, mais en même temps être sûr que l'ensemble de nos secteurs industriels, l'ensemble des entreprises puissent bénéficier des transformations numériques en Europe. Ça, c'est la partie innovation. Nous avons en même temps regardé le cadre législatif lié justement à la numérisation de nos secteurs industriels. Et nous avons travaillé avec les industriels et les États membres pour voir comment adapter le cadre législatif et comment faire en sorte que les propositions que nous avons mises sur la table dans le cadre du marché unique du numérique soient en ligne et soient en ligne avec les besoins industriels et répondent aux besoins et à leurs attentes. Donc en particulier sur 3 domaines, les données, la partie cybersécurité évidemment, et tout ce qui est lié à la sûreté, à la responsabilité des entreprises, responsabilité en particulier dans le cadre des développements de l'intelligence artificielle et des systèmes autonomes. Je reviendrai là-dessus en quelques mots tout à l'heure. Donc en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons proposé un plan européen pour le calcul à haute performance et le cloud, et nous avons en même temps dans ce paquet défini les domaines prioritaires pour la normalisation et la standardisation. Ça, c'est le paquet sur le numérique. Mais ce qui est important là-dedans, c'est que nous sommes mis d'accord avec les États membres pour créer une gouvernance au niveau de l'Europe avec une plateforme, des initiatives nationales sur la numérisation. Nous avons encouragé les États membres à mettre en place eux-mêmes leurs plans. Nous avons actuellement 17 plans nationaux sur la numérisation de l'industrie. Et nous avons amené tous ces plans nationaux au niveau d'une plateforme européenne pour qu'il y ait partage d'expériences, échange d'informations, mais également c'est une plateforme pour définir qu'est-ce qu'il faut faire au niveau européen. Là, il faut intervenir au niveau de l'Union, là où les États membres sont les plus compétents à le faire, là où les régions sont les plus compétents à faire, qu'est-ce qui est public, qu'est-ce qui est privé et qu'est-ce qui est public-privé. Voilà donc cette initiative. Vous allez voir qu'elle va avoir un impact important sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur nos orientations pour le programme de travail 2018-2020 pour l'éthique dans H2020.
En plus de ceci, nous avons, au mois de mai 2017, fait on a revu l'avancement, on a fait l'état des lieux en termes d'avancement de nos initiatives, et nous avons également proposé de nouvelles initiatives, dont une sur la cybersécurité, avec un paquet sur la cybersécurité qui est arrivé au mi-septembre en 2017, avec dedans 3 éléments. Donc une stratégie avec 3 piliers. Un pilier pour le renforcement de nos capacités technologiques et industrielles, avec un plan ambitieux pour l'Europe, pour consolider nos efforts, nos centres de compétences, consolider nos efforts de recherche et de développement qui sont un peu fragmentés et tendent à être sous critique. On a fait une analyse de ce qui existe comme compétences en cybersécurité en Europe. Et on en a pas mal. Il y a beaucoup de centres de compétences. Tous les États membres s'engagent là-dedans, mais on regarde, les efforts sont souvent sous critique, et une coopération, une consolidation, une collaboration entre ces centres peut être extrêmement bénéfique pour l'ensemble de l'Union. En plus de ça, nous avons encore proposé qu'il y ait un programme assez ambitieux sur la cybersécurité dans nos investissements actuels, dans ce qui est prévu dans H2020, donc ça va avoir un impact sur nos orientations 2020, comme vous allez le voir, mais également pour les années à venir. Nous avons également proposé des mesures pour renforcer nos capacités opérationnelles, pour qu'on puisse répondre aux attaques, pour qu'on puisse prévoir, pour qu'on puisse anticiper, renforcer notre résilience aux attaques. Et nous avons encore proposé un plan pour que la cybersécurité soit discutée d'une façon beaucoup plus sérieuse au niveau international et dans nos relations avec nos partenaires dans le monde entier. En particulier, quand il s'agit de capacité opérationnelle, nous avons proposé de renforcer le rôle de l'Agence européenne de la cybersécurité, ENISA. Nous avons proposé un schéma de certification européen qui est nécessaire pour justement le développement du marché unique numérique. Et nous avons en même temps proposé un règlement pour le renforcement des dispositifs liés aux investissements étrangers en Europe. Nous avons vu que l'Europe actuellement est un genre de, pour simplifier, genre supermarché technologique où les achats de nos entreprises se font d'une façon assez ouverte, ce qui est bien parce que nous encourageons l'investissement en Europe, mais parfois il faudrait regarder encore nos intérêts stratégiques et regarder qu'est-ce qu'il y a derrière ces investissements numériques. Ce que nos partenaires américains font très bien. Donc nous avons proposé à la demande de la France et de l'Allemagne et de l'Italie un renforcement de ces mécanismes qui nous permettent de regarder de plus près ces investissements et de bloquer s'il le faut. Sur les données, nous avons complété ce qui a été proposé sur les données jusqu'à présent, en particulier le cadre GDPR, donc le règlement sur la protection des données personnelles, avec une proposition pour le flux des données à travers l'Union. C'est une proposition qui a été faite également mi-septembre. Nous sommes en train de préparer des initiatives pour l'avenir. En particulier, début 2018, il y aura une proposition pour une stratégie pour la transformation numérique de la santé. C'est faire en sorte que les dernières technologies dans le numérique puissent nous aider à améliorer nos systèmes de santé, avec 3 piliers dedans. Un pilier lié à l'accès aux données personnelles de santé, le développement du fichier électronique ou des dossiers électroniques de santé, l'accès à travers l'Europe, l'interopérabilité entre les différents dossiers électroniques numériques d'Europe, justement pour qu'on puisse agréger des données qui seraient anonymisées et rendues non personnelles au niveau d'une infrastructure de données pour la santé qui peut être utilisée pour la santé personnalisée, les soins de santé personnalisés, pour les recherches dans le domaine de la santé à tous les niveaux. Et le 3e pilier, c'est un pilier qui permet aux citoyens d'interagir avec
les praticiens du domaine de la santé d'une façon beaucoup plus interactive et beaucoup plus facile. Ce sont 3 piliers qu'on va dévoiler en détail début 2018. Nous travaillons là-dessus actuellement. Nous sommes encore en train de préparer, justement dans le cadre du plan calcul à haute performance, une entreprise commune. C'est une initiative que nous avons développée avec les États membres, comme j'ai dit tout à l'heure, où la France était vraiment joué un rôle moteur, pour connaître un co-investissement entre l'Union et les États membres, en particulier ceux qui sont intéressés par ce domaine, mais c'est ouvert à l'ensemble des États membres, un co-investissement pour qu'on puisse développer, acquérir et mettre en place les supercalculateurs les plus puissants à l'horizon 2020 déjà en visant ce qu'on appelle le pré-exascale. Pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec ça, on parle de pré-exascale, on est dans les centaines de pétaflops et donc centaines d'opérations par seconde, et centaines de pétas opérations par seconde. Et puis en visant à l'horizon 2022-2023 le million de millions de milliards de milliards, de 10 à la puissance 18 opérations par seconde. Donc en visant à être parmi les premiers au monde à mettre ces technologies à la disposition de nos chercheurs scientifiques, mais également de nos industriels et de nos secteurs publics. C'est une entreprise commune qu'on a justement proposée, sur laquelle nous sommes en train de travailler avec 13 États membres actuellement, et nous espérons que l'ensemble des États membres puissent nous joindre. Ces entreprises communes, elle s'inspire de ce que nous avons déjà fait dans le domaine de la micro-nanoélectronique et du système embarqué, encore avec la France jouant un rôle moteur, où nous avons actuellement avec 24 États membres une entreprise commune, où nous co-investissons dans des projets fédérateurs, dans la micro-nano, dans le logiciel embarqué et dans les systèmes, dans les microsystèmes. C'est une entreprise commune qui nous a permis de financer des projets pilotes, des grands démonstrateurs, et des projets que nous n'aurions pu jamais financer nous-mêmes tout seuls, et où, avec les États membres, on arrive à attirer un investissement privé qui est très très important. Pour chaque euro actuellement qu'on met dans cette entreprise au niveau de l'Union, nous arrivons à avoir 5 à 6 fois 6 euros co-investis avec nous, avec les États membres et les industriels. Donc on s'inspire de ce schéma pour qu'on puisse monter. Ça nous a permis de renforcer nos industries dans ces secteurs-là. Et pour HPC, on espère qu'avec une entreprise commune qui est beaucoup plus spécifique sur les domaines du calcul de performance, qu'on puisse arriver à des résultats pareils, à des résultats similaires. Alors, en plus, ça c'est janvier. En avril, nous allons venir avec une stratégie européenne sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, nos chefs d'État, en particulier la France, le président Macron était le premier à le proposer qu'il y ait une approche européenne pour l'intelligence artificielle. Nous ont demandé de le faire le plus tôt possible en 2018. Ils voulaient qu'on arrive en janvier 2018, mais avec notre calendrier au niveau de l'Union et toutes les initiatives qui vont venir, pas uniquement dans le numérique, dans le reste, nous l'avons prévu pour avril 2018. Ça va être une initiative, on a déjà annoncé qu'il va avoir encore 3 piliers de base, un pilier sur le renforcement de nos capacités technologiques et industrielles dans ce secteur, avec un plan qu'on pense vraiment ambitieux sur ce secteur, en se basant sur là où nous sommes forts. Comme Mathieu l'a dit, on ne sait pas ce qu'on lit dans la presse, mais l'Europe est très très présente dans ce secteur, en particulier dans tout ce qui est intelligence artificielle embarquée, que ce soit les drones, que ce soit la robotique. Nous sommes très présents et nous produisons pratiquement 50% de la robotique professionnelle en Europe, 30% de la robotique industrielle. Et quand il s'agit de robots dans les drones, etc., l'Europe est encore très 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 présente.
en plus de la capacité de nos chercheurs académiques. L'Europe a les centres mondiaux de recherche dans l'intelligence artificielle qui sont reconnus mondialement. Donc, l'idée, c'est de bâtir sur là où nous sommes forts et d'offrir la possibilité à tous les industriels, à tous les citoyens par la suite, de bénéficier de cette technologie qui va jouer un rôle moteur aujourd'hui et dans la suite dans le développement du secteur du numérique. Donc, ça c'est en avril. En même temps, en avril, on aura une nouvelle initiative sur les données publiques. C'est en fait, nous avons déjà une directive européenne sur les données publiques, comment ces données peuvent être utilisées. On va réviser cette directive justement pour qu'on puisse, avec ces données qui existent, qui sont une richesse incroyable en Europe, développer nos secteurs, développer nos entreprises en intelligence artificielle. Les données, c'est extrêmement important pour le développement de ces secteurs. Et là, nous aurons des richesses qui sont dans les données publiques. Nous allons également, en avril, proposer un cadre législatif pour les plateformes en ligne. Nous sommes en train de travailler là-dessus depuis 2 ans. Nous avons consulté et nous sommes maintenant en train de finaliser ce cadre législatif. Et l'idée, c'est d'avoir les plateformes, c'est de responsabiliser les plateformes en ligne sur les pratiques et sur les services qu'elles offrent, et en même temps créer un cadre qui permet aux acteurs, à tous les acteurs de se développer en ligne d'une façon équitable. Le paquet sur la mobilité, encore prévu au mois de mai, c'est un paquet sur la mobilité en général, et là-dedans, il y aura encore une initiative sur la voiture connectée et autonome, sur laquelle nous travaillons depuis 18 mois déjà, avec également un travail qui est fait avec les États membres sur ce secteur, en particulier pour le développement de bancs d'essai, d'expérimentation à travers les frontières transfrontalières. Donc voilà, ça c'est, si vous voulez, très rapidement, une vue assez générale sur les politiques de l'Union dans le numérique, les initiatives qui ont été lancées depuis 2015, les initiatives récentes, les initiatives en préparation, et où nous sommes actuellement dans leur mise en œuvre. Comment ceci se projette sur nos moyens financiers? En politique, en général, vous avez trois moyens d'agir. Vous agissez au niveau de la réglementation, au niveau du soutien financier et au niveau de la mobilisation et de la prise de conscience et de l'information. C'est les trois domaines où on intervient, et les moyens financiers sont un des moyens les plus importants actuellement dont nous disposons, en plus évidemment des cadres législatifs. Et nous avons 2 programmes dans lesquels qui nous permettent d'utiliser les moyens financiers. Un programme qui est H2020 sur la recherche, développement et innovation. Et si vous regardez nos priorités, les nouveautés que nous avons introduites sur 2018 et 2020, ce n'est pas 2010, c'est 2020, il y a pratiquement 1 milliard d'euros qui sont prévus dans le programme TIC, dans H2020, sur les domaines que j'ai cités, que j'ai présentés dans la numérisation de l'industrie, que ce soit les DIH, les pôles d'innovation numérique, ou les plateformes, ou les briques technologiques et leur intégration dans des plateformes d'avenir. Nous avons mis beaucoup de... vous allez voir dans le programme de travail, il y a beaucoup d'importance, il y a beaucoup d'importance sur l'expérimentation, les bancs d'essai. C'est ce que les industriels nous ont dit, c'est ce que les académiques nous ont dit également, pour qu'on puisse transformer rapidement les résultats de la recherche dans des produits et des services sur le marché, et pour qu'on puisse accélérer le processus de normalisation. Les domaines également 5G, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le calcul à haute performance, la transformation numérique de la santé, vous les allez trouver comme prioritaires, domaines prioritaires
dans nos programmes de travail 18-20. Je n'ai pas tout cité ici, mais c'était pour vous donner un exemple. Les priorités politiques, le cadre législatif et comment nous utilisons nos moyens financiers pour arriver à atteindre nos objectifs politiques. Nous avons, en complément de ce programme de recherche, développement et innovation, un programme CEF qui est beaucoup plus sur la connectivité. C'est là que nous finançons quelques projets pour le broadband. Là, nous avons également du soutien au déploiement et la mise en œuvre des services dans le domaine public. Vous allez retrouver la cybersécurité, mais pas au niveau de recherche, développement et d'innovation, mais en termes de mise en œuvre dans le domaine public. Ça, c'est le programme CEF. Je n'irai pas plus sur ce programme. Et on aura, s'il le faut, des informations données là-dessus. Voilà. Donc, c'était très rapidement la façon avec laquelle on agit, comment on définit nos priorités avec les États membres, comment elles sont actuellement organisées, qu'est-ce que nous avons proposé et qu'est-ce qui est prévu pour le financement. Mais ce que je voulais dire à la fin, c'est que tout ça, c'est très bien, mais si finalement ça ne vous sert pas, ça ne sert à rien. Donc tout ce travail, si finalement vous trouvez que ce n'est pas ce qu'il vous faut, il faut nous le dire. Il faut nous le dire. Et puis, il faudrait absolument, j'espère que les acteurs français seraient encore beaucoup plus présents, comme Frédéric l'a dit, comme Mathieu l'a dit, dans nos projets pour la suite. Je crois que ce programme de travail 18-20, il est vraiment aligné avec les priorités françaises, avec les points forts de la France. Donc on attend ce qu'on ait beaucoup plus de participation de votre part. Merci beaucoup. On va peut-être prendre une ou deux questions s'il y a. Si vous pouvez vous annoncer, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Gérard Cornet, gérontologue. Vous avez évoqué, vous, monsieur, la nécessité de l'évaluation de l'impact des projets. Or, par exemple, je vois dans la transformation de la santé, notamment pour le bien vieillir, il y a un problème, par exemple, pour tout ce qui est l'orientation sur la prévention, et il faut préciser beaucoup la notion d'impact. Car quand on a affaire à l'industrie, bon, elle n'a pas forcément de vision claire de l'impact parce que les expérimentations sont courtes, soit qu'elles ne veulent pas le donner, etc. Mais enfin, en général, on peut arriver à le faire. Donc, il y a l'impact industriel, il y a l'impact social, il y a l'impact... Il faut clarifier cette notion d'impact pour qu'elle soit mieux évaluée sur des multicritères de résultats et de bénéfices pour les utilisateurs. Ah, tout à fait. Et ça, c'est pas clair. En fait, pour chaque domaine, l'impact... pour chaque domaine dans le programme de travail, on a une section qui décrit l'impact. Et quand il s'agit de la santé, l'impact sur la société est extrêmement important. Quand il s'agit de produire de la technologie générique dont l'industrie a besoin, l'impact industriel est très important. Donc on essaie d'ajuster l'impact en fonction des objectifs qu'on cherche à atteindre. Et pour la santé, c'est un domaine sociétal. D'ailleurs, on le présente comme un défi sociétal plutôt qu'un défi industriel. Et l'impact, il est bien détaillé là-dedans. Mais jetez un coup d'œil, et si vous trouvez que ce n'est pas assez précis, on peut le préciser pour la suite. D'ailleurs, pour la santé, notre vision, c'est une vision intégrée, pour le soin intégré, en commençant par la prévision, jusqu'aux soins, jusqu'à l'après-soin, etc. Donc, et ça, c'est développé dans le domaine de la... Et ça va être encore plus développé dans notre vision politique que nous allons proposer début janvier.
Bonjour monsieur, je voulais savoir qu'est-ce que vous entendiez par expérimentation et banc d'essai, donc si vous faisiez une différence entre les deux terminologies. Et deuxièmement, est-ce que vous pourriez développer dans quel cadre, etc. Enfin, comment ça fonctionne? D'accord, très bien. Voilà, je suis là. C'est bon. Alors, nous avons, alors, si j'essaie de regrouper ça, 3 niveaux d'expérimentation. Le plus haut, c'est peut-être les grands bancs d'essai. Et je vais vous donner des exemples. Pour les pôles d'innovation numérique, les DIH, nous finançons actuellement les centres de compétences, c'est le CEA, c'est l'INRIA, c'est le CNRS, qui souhaitent, des centres de compétences, qui souhaitent nous aider dans cette initiative, c'est-à-dire qui souhaitent mettre à disposition des entreprises les technologies, les compétences, pour les aider à moderniser ou à rajouter de la valeur à leurs produits, améliorer leurs processus, etc. Et ces centres de compétences, nous leur donnons l'argent, et ces centres de compétences font des appels ouverts à des PME ou à des entreprises qui souhaitent avoir accès à ces technologies et venir expérimenter. Donc ce sont des petits projets où on prend les technologies existantes dans ces centres et on les développe pour les adapter aux produits, aux processus, etc. Exemple, des fabricants ou des sous-traitants de matériel de sport qui souhaitent rajouter des capteurs dans les équipements, tester les derniers capteurs, que ce soit encore pas des capteurs passifs, mais des microsystèmes, et les connecter au web pour des nouvelles applications, pour faire des suivis beaucoup plus précis de l'activité sportive, etc. Et ces sous-traitants peuvent s'adresser à un centre de compétences. Et on a des projets comme ça, ce ne sont pas des projets fictifs, mais on a des projets. Ça, c'est un exemple de projet que nous avons. Mais ça s'adresse à tous les secteurs. On a des fabricants de chaussures, on a des grandes entreprises qui souhaitent tester les dernières méthodes d'analyse de données avec de la simulation sur des calculateurs de performance pour améliorer leur système de design, etc. Ça, c'est un type d'expérimentation. C'est des petits projets pour adapter les technologies et les tester pour voir qu'est-ce que ça peut faire en termes de produits, essayer d'estimer le retour sur investissement que par la suite cette entreprise va faire dans ces technos. Ça, c'est le rôle des pôles de compétences. On a un deuxième type d'expérimentation. Ça, c'est l'expérimentation à plus grande échelle pour intégrer différentes briques technologiques et développer, par exemple, une plateforme pour l'agriculture. Une plateforme, on a des projets qui font ça. Ça, c'est des expérimentations qui sont, sachant une expérimentation dans les pôles de compétences avec la PME et le test et l'expérimentation de nouveaux produits, etc. Le premier type, ce sont des projets qui commencent à 50 000 euros. 50 000 euros, où l'entreprise n'est pas obligée de venir jusqu'à Bruxelles ou de répondre à des appels à Bruxelles. Ça se fait en local entre le centre de compétences, les autres centres de compétences en Europe et cette entreprise. Ça, c'est 50 000 et ça va jusqu'à 500 000 euros, parfois aussi 600 000 euros. L'autre, deuxième expérimentation, intégration de briques technologiques, création d'une plateforme pour l'agriculture, la tester en temps réel, la tester en site réel et à échelle réelle. Ce sont des projets que nous avons qui sont entre 5 millions et 15 millions, ça peut aller jusqu'à 20 millions d'euros. On a actuellement des grands démonstrateurs pour la voiture autonome, on a des grands démonstrateurs dans le domaine de l'agriculture, des grands démonstrateurs dans le domaine de la santé, etc. Les bancs d'essai, ce que nous allons proposer par exemple pour le 5G. Là, ce sont l'utilisation du 5G. On propose 50 millions d'euros dans nos appels pour des grands bancs d'essai transfrontaliers sur la voiture autonome, la voiture connectée, utilisant les technologies 5G. Voilà, si vous voulez, des exemples de ce qu'on propose comme
expérimentation, test et bande d'essai. Vous avez dit, en fait, Henri Binsock, pardon, de Walix, éditeur de cybersécurité. Là, vous avez dit, un de vos objectifs, c'est de permettre à tous les acteurs, en fait, de se développer en ligne de manière équitable. Et se développer en ligne, ça veut dire aussi aller chercher peut-être des utilisateurs en dehors du marché de l'Union, notamment aux États-Unis. Et j'aurais bien aimé avoir votre retour sur une actualité récente, en fait, qui est la suppression de la neutralité du net, a priori, aux États-Unis, et savoir comment, en tant qu'acteur européen... Non, mais par exemple, est-ce que l'Union compte... Non, c'est bon, c'est une bonne question. Ce que je veux vous dire, c'est une seule réponse, c'est que nous avons, en Europe, nous avons une loi qui... nous avons mis la neutralité du net dans la loi. Ça existe en Europe. C'est une des premières réalisations, j'aurais dû le mettre, dans les réalisations de la Commission Juncker. Nous avons pu arriver à un accord entre le Parlement et le Conseil sur une loi sur la neutralité du réseau. Et c'est les répercussions, on les voit aujourd'hui. Aujourd'hui, personne ne peut vous bloquer d'avoir sur votre mobile un OTT qui vous permet de se connecter, de parler à l'international. S'il n'y avait pas la neutralité du net, certains opérateurs auraient pu vous bloquer. Aujourd'hui, personne ne peut vous bloquer. Et ça, c'est parce qu'il y a une loi européenne qui le fait. Ce n'est pas le cas aux États-Unis actuellement, malheureusement. Les Américains étaient nos premiers partenaires pour la neutralité du net, et là, ils nous lâchent. Hein, c'est ce que je peux vous dire. D'accord ? Ce serait peut-être une chance pour l'Europe. Peut-être, absolument. Oui, je suis d'accord. Je pense... Peut-être que si on ne veut pas trop dériver, on va peut-être... C'est bon, très bien. Merci beaucoup, Khalil.